Pour mon anniversaire, j'ai invité mon fils et sa femme à partager un gâteau que j'avais préparé moi-même, mais ils ont préféré aller dans un restaurant gastronomique sans m'inviter. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un message « Papa, garde-nous une part de gâteau ». J'ai souri et j'ai soufflé mes bougies seul. À leur retour, la maison était vide, avec juste le gâteau sur la table et une note. Ils sont restés figés en la lisant. J'avais 72 ans quand j'ai découvert que ma valeur en tant que père tenait dans un SMS demandant de garder les restes d'un gâteau. Laissez-moi vous raconter le jour où j'ai soufflé mes bougies seul et où, pour la première fois depuis des décennies, j'ai rallumé la flamme de ma propre dignité. C'était le 23 avril. Je me suis réveillé tôt, comme toujours, mais ce jour était différent. 72 printemps, comme disait mon grand-père Sébastien. Il m'avait tout appris sur la pâtisserie et aurait été fier de ce que j'avais préparé ce matin-là. Un gâteau aux cerises avec un glaçage au chocolat belge. Ce n'était pas n'importe quelle recette, mais celle que mon grand-père avait écrite à la main dans un carnet jauni par le temps, avec cette écriture tremblante que seuls ceux qui ont vécu longtemps peuvent faire. Chaque ingrédient avait un sens. Les cerises étaient importées et coûteuses, mais peu m'importait. Après tout, combien de 72e anniversaires avons-nous dans la vie? L'arôme a rempli toute la maison, chocolat fondant, pâte qui gonfle, ce parfum sucré qui vous étreint de l'intérieur. En attendant qu'il cuise, je suis allé dans le buffet du salon et j'ai sorti la nappe vert émeraude que j'avais héritée de ma mère. Elle avait brodé chaque coin à la main avec de minuscules fleurs couleur ivoire. J'ai passé ma main sur le tissu et j'ai senti une oppression dans ma poitrine. Quelqu'un garderait-il cela quand je ne serai plus là? J'ai installé la nappe sur la table de la terrasse. J'avais acheté des bougies couleur perle dans une boutique chic du centre-ville, le genre qui coûte 3 fois plus cher que les ordinaires, mais qui brille différemment une fois allumées. J'ai disposé 2 assiettes en porcelaine, celles que je n'utilise que pour les occasions spéciales, des serviettes en tissu soigneusement pliées. Tout était prêt. À 17 heures. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Michel, mon fils unique. 45 ans, les tempes qui commencent à grisonner, le même sourire en coin qu'il avait enfant quand il demandait une autre tartine beurrée. « Michel, mon fils, le gâteau est prêt. Et si tu venais vers 19 heures ?» J'avais mangé seul toute la journée. Je voulais tellement de la compagnie pour souffler mes bougies. Silence à l'autre bout, le genre pesant. Papa, c'est que Sophie a réservé une table au Jardin des Délices, ce nouveau restaurant, tu sais, on a déjà confirmé. Le Jardin des Délices. Je savais lequel. J'étais passé devant la semaine dernière. File d'attente à la porte, parking plein de voitures importées, gens prenant des photos de leur nourriture avant de manger. Le genre d'endroit où un repas pour 2 coûte plus de 400 €. J'ai avalé difficilement. Mais Michel, j'ai fait l'effort de préparer ce gâteau. C'est mon anniversaire aujourd'hui, tu te souviens? Tu ne peux pas passer, même si ce n'est que pour une demi-heure? J'ai entendu la voix de Sophie en arrière-plan, tranchante, impatiente. Dis-lui qu'on passera plus tard, Michel. Dis-lui. Mon fils a soupiré, ce soupir fatigué de quelqu'un qui ne veut pas se disputer. Papa, on passera plus tard, d'accord? Garde-nous une part. Plus tard, toujours plus tard. J'ai raccroché et je suis resté là, regardant ce gâteau parfait sur la table, les bougies couleur perle, attendant d'être allumées. La nappe brodée que ma mère avait faite avec tant de soin, les 2 assiettes vides. Je me suis assis dans le fauteuil en osier sur la terrasse et j'ai respiré profondément. Le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de rose. Trop beau pour un moment si laid. J'ai pensé à combien de fois ces 3 dernières années, depuis que Michel avait épousé Sophie, j'avais été mis de côté. Le dernier Noël, ils étaient allés chez ses parents à elle. Pour le nouvel an, ils avaient voyagé sans me prévenir. Pour son anniversaire en janvier, j'avais donné 8 000 € pour les aider à rénover leur appartement. Ils m'avaient à peine regardé dans les yeux quand ils m'avaient remercié.
Mais je n'avais jamais ressenti cela auparavant, cette douleur aiguë dans ma poitrine, comme si quelqu'un avait planté une aiguille en plein milieu de mon sternum et l'avait lentement tordue. Il ne venait pas. Le jour de mon anniversaire, ils avaient choisi les huîtres et le champagne plutôt que ma compagnie. Et j'étais là, avec un gâteau fait maison, des bougies coûteuses et une solitude qui faisait mal à l'âme. Mais le pire était encore à venir, et quand cela arriva, tout changea. 21h30, j'étais toujours assis dans ce fauteuil en osier, regardant le gâteau intact. Les bougies étaient restées non allumées dans leur boîte. La nappe vert émeraude semblait me juger. Tant de préparation pour rien. C'est à ce moment que mon téléphone a vibré. Je l'ai pris avec cette attente stupide que nous avons même quand nous savons que nous allons être déçus. Message de Michel. Avant de l'ouvrir, j'ai vu qu'il avait posté sur Instagram. Curiosité idiote, je sais, mais j'ai regardé quand même. Il y avait mon fils. Large sourire, coupe de champagne à la main, Sophie à côté de lui dans cette robe rouge moulante, au décolleté généreux, faisant la moue pour la caméra. La légende disait « Soirée parfaite dans le meilleur restaurant de la ville. Soirée parfaite. » Pendant que je soufflais seul 72 bougies, sa soirée à lui était parfaite. J'ai respiré profondément et j'ai ouvert son message. « Papa, garde-nous un peu de gâteau. Sophie adore l'idée de le goûter demain. » Je l'ai lu 3 fois, 4, 5. Chaque mot était un coup de poignard différent. « Garde-nous du gâteau », comme si je l'avais fait pour avoir des restes. Comme si le gâteau ne faisait pas partie d'un moment qu'il venait de détruire. Comme si j'étais le réfrigérateur familial servant uniquement à stocker des choses pour quand ils en avaient envie. Et pire, Sophie adorait l'idée. Sophie n'était pas venue, n'avait pas appelé pour me souhaiter un joyeux anniversaire, mais décidait déjà quand elle mangerait le gâteau que j'avais fait pour mon anniversaire, qu'ils avaient ignoré. J'ai verrouillé mon téléphone et l'ai posé sur mes genoux. J'ai fixé le vide pendant une bonne dizaine de minutes. Le silence dans la maison était assourdissant. Pas de voisins, pas de voiture qui passe, pas de chien qui aboine. Juste moi et ce vide qui semblait faire écho. Je me suis levé, j'ai allumé les bougies moi-même, toutes les 72. La lumière dorée dansait sur mon visage tandis que je chantais « Joyeux anniversaire » à voix basse, presque un murmure. « Joyeux anniversaire à toi, en ce jour spécial ». Ma voix a faibli au milieu, j'ai ravalé mes larmes et j'ai terminé. Plein de bonheur, plein de vie. J'ai soufflé toutes les bougies d'un coup. Je n'ai pas fait de vœux. Il n'y avait plus rien à souhaiter. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai laissé ma tête tomber dans mes mains. C'est à ce moment que les souvenirs ont afflué. Michel avait 7 ans quand sa mère est décédée. Crise cardiaque soudaine un mardi matin. J'avais 38 ans, veuf, sans profession, avec un enfant à élever seul. J'ai appris la couture auprès de ma voisine, Madame Linda. J'ai commencé par faire des ourlets pour 5 €. Puis j'ai accepté des travaux de couture sur mesure, des robes de soirée, des costumes, des tenues de mariage. J'ai passé 30 ans assis à cette machine à coudre Singer noire, pédalant jusqu'à l'aube pour que Michel ne manque jamais de rien. Il n'a jamais manqué de bonnes chaussures, jamais de fournitures scolaires. Quand il a voulu aller dans une école de commerce privée, j'ai vendu la seule bague en or que j'avais, l'héritage de mon grand-père, pour payer les frais de scolarité. Et il a réussi, a été diplômé, a obtenu un bon emploi, a rencontré Sophie lors d'une fête de fin d'année de l'entreprise. Au début, je pensais qu'elle était gentille, jolie, éduquée, toujours avec un sourire prêt. Michel était amoureux, ses yeux brillaient quand il parlait d'elle. J'ai marié mon fils avec bonheur il y a 3 ans lors d'une belle cérémonie que j'ai aidé à payer, 12 000 € de ma retraite. Mais après le mariage, les choses ont changé. Michel a commencé à appeler moins. Les visites sont devenues courtes, précipitées. Il y avait toujours un rendez-vous, une réunion, un dîner prévu. Sophie n'avait jamais le temps de prendre un café avec moi. Toujours fatiguée, toujours occupée. Le dernier Noël, ils sont allés à Megève avec sa famille à elle. Ils me l'ont dit 2 jours avant. J'ai passé la veille de Noël seul, à regarder de vieux films à la télé.
Pour l'anniversaire de Michel en janvier, j'ai donné ces 8 000 € pour les aider à rénover leur appartement. Il m'a rapidement serré dans ses bras, a dit « Merci, papa » et est allé répondre à son téléphone. Sophie n'est même pas sortie de la voiture. Et maintenant ça, mon anniversaire, le gâteau que j'ai fait de mes mains, les bougies que j'ai achetées avec soin, la nappe que j'ai installée avec espoir, tout ignoré pour des huîtres et du champagne. J'ai regardé le gâteau sur la table, parfait, intact, inutile. C'est à ce moment, dans ce lourd silence de la cuisine à 22 heures, que quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la douleur, c'était de la clarté. La clarté que j'avais passé 72 ans à être utile, à être nécessaire, à être pratique, mais jamais, jamais à être valorisé. Je n'étais pas un père, j'étais une banque, j'étais un garde-manger, j'étais la personne qui résout, qui garde, qui attend, qui accepte. Et cette nuit-là, en regardant ce gâteau solitaire, j'ai décidé une chose, je ne l'accepterai plus. Je me suis levé, j'ai pris un stylo et du papier. Ma main tremblait, mais j'ai écrit fermement. Chaque mot était une déclaration de guerre contre l'invisibilité que j'avais permise. J'ai plié le papier, je l'ai placé sous le gâteau, puis je suis allé dans la chambre, j'ai ouvert l'armoire et j'ai sorti ma valise de voyage, celle bleu marine que je n'utilisais jamais. Parce que s'il pensait que j'allais rester là à attendre d'être rappelé seulement quand c'était pratique, il se trompait lourdement. À 3 heures du matin, toujours éveillé, je savais déjà exactement ce que j'allais faire, et il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Vous savez, ce moment où vous en avez assez d'être traité comme une option secondaire, eh bien, le mien venait d'arriver. Et ce que j'ai fait par la suite a laissé mon fils et cette belle fille sur le carreau. 3 heures du matin. J'étais allongé sur le lit, regardant le plafond, et je savais que je ne pourrais pas dormir. Pas avec cette boule dans la gorge, pas avec ce sentiment d'être écrasé et jeté à la poubelle comme une peau d'orange. Je me suis levé, j'ai mis ma robe de chambre et je suis allé au salon. Je me suis assis sur le vieux canapé en vinyle, celui où j'avais bercé Michel nouveau-né, où je lui avais appris à lire, où je l'avais consolé quand sa première petite amie l'avait quitté. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à faire défiler de vieilles photos. Michel a 6 ans, sourire édenté, tenant le certificat du meilleur élève de la classe. Michel adolescent en uniforme, allant à son premier jour de stage. Michel diplômé en toge, me serrant fort dans ses bras tandis que je pleurais de fierté. Où ai-je perdu mon fils? Ou ne l'ai-je jamais vraiment eu? Ai-je élevé un garçon si habitué à recevoir qu'il a oublié de donner en retour? Non, ce n'était pas seulement sa faute, c'était aussi celle de Sophie. J'ai commencé à me rappeler les signes que j'avais ignorés, les petits manques de respect que j'avais avalés parce que je ne voulais pas être le beau-père ennuyeux. À la pendaison de crémaillère, elle s'était fait un point d'honneur de dire devant tout le monde « Oh, Richard, tu n'avais pas besoin d'apporter un cadeau si cher. On accepte aussi les cartes cadeaux, tu sais ?» J'avais offert un service de table en porcelaine qui coûtait 1200 €. Tout le monde a ri, mais j'ai senti le venin dans la phrase. À leur anniversaire de mariage l'année dernière, j'ai demandé s'ils pouvaient dîner avec moi. Sophie a répondu pour Michel. « On a déjà prévu quelque chose avec des amis, Richard, mais merci pour l'invitation. » Elle ne m'a même pas regardé en face quand elle l'a dit. Et il y a eu ce jour où je suis passé à leur appartement sans prévenir, apportant un bœuf bourguignon, le plat préféré de Michel. J'ai sonné 3 fois. J'ai entendu des voix à l'intérieur, des rires. Personne n'a répondu. Plus tard, Michel a envoyé un texto. « Désolé, papa, on était sous la douche. » Les deux pendant une demi-heure. J'ai toujours avalé ça, j'ai toujours fermé les yeux, j'ai toujours trouvé des excuses dans ma tête. Ils sont jeunes, ils ont leur vie. Je ne peux pas être un fardeau. Mais cette aube-là, seul dans le salon sombre, j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas un fardeau, j'étais invisible, et pire, je l'avais laissé faire. Je suis allé dans le bureau, ce coin de la maison qui était autrefois celui de ma défunte femme, Hélène. Le bureau en bois sombre sentait encore comme elle, même après tant d'années.
J'ai ouvert le tiroir où je gardais les documents importants, l'acte de propriété de la maison, les relevés bancaires, le testament. J'ai parcouru les papiers et une bombe a explosé dans ma tête. Michel pensait que la maison était à moitié à lui. Je le savais parce que 6 mois auparavant, il avait fait un commentaire à Sophie et je l'avais entendu par hasard. Quand le moment viendra, au moins, on n'aura pas de problème avec la propriété. La maison est pratiquement déjà à nous. Mais ce n'était pas le cas. La maison était à mon nom uniquement. Elle l'avait toujours été. Hélène m'avait tout laissé et je n'avais jamais rien transféré. Je n'avais jamais rien donné, jamais rien promis. Michel vivait dans un fantasme et Sophie, j'en étais sûr, nourrissait ce fantasme. J'ai pris le relevé bancaire, 380 000 €. Héritage d'Hélène, plus l'argent que j'avais collecté quand j'avais vendu l'espace commercial que j'avais, un petit atelier de couture qui avait bien marché pendant 10 ans. Michel connaissait cet argent. Je lui en avais parlé dans un moment de faiblesse, quand il avait dit qu'il était serré avec les factures de l'appartement. Il n'a rien demandé à emprunter à ce moment-là, mais l'information est restée. Et depuis lors, sa façon d'être avec moi a changé. Il est devenu plus attentif, a appelé plus, mais il y avait toujours une demande à la fin. « Papa, peux-tu m'aider avec 2000 €, c'est juste jusqu'au mois prochain ?» Ou « Papa, Sophie a vu un beau canapé, mais il est super cher. Peux-tu nous donner un coup de main ?» J'ai ouvert le carnet que je gardais, une vieille habitude de quelqu'un qui a toujours contrôlé chaque centime. Tout était enregistré. Mars 2023, 15 000 € pour l'acompte sur la voiture de Sophie. Promesse de payer dans 6 mois. Ils n'ont jamais payé. Juillet 2023, 12 000 € pour une urgence dans l'appartement. J'ai découvert par hasard plus tard qu'ils étaient allés à Marrakech. Photo sur Instagram. Octobre 2023 jusqu'à maintenant, 6 000 € par mois pour les frais de subsistance. Je vis seul, je dépense moins de 3 000 € par mois. Pourquoi est-ce que je finançais leur style de vie? Total, plus de 120 000 € en moins de 2 ans. Et ils n'ont jamais, jamais rendu un centime. J'ai fermé le carnet et me suis adossé à la chaise. Ma tête pulsait. Je n'étais pas un père, j'étais un coffre-fort. Et Sophie était la clé qui déverrouillait mon fils chaque fois qu'ils avaient besoin de retirer. J'ai regardé la photo d'Hélène sur le mur, elle dans un tailleur bleu marine, ce sourire serein qui me calmait même les mauvais jours. « Chérie, j'ai été un idiot », ai-je murmuré au portrait. « J'ai laissé notre fils devenir cela, mais je ne le permettrai plus. » J'ai pris le téléphone et j'ai appelé la seule personne en qui j'avais encore confiance. Mireille, ma cousine, vivait à la campagne dans un petit village à 3 heures d'ici. Également veuve, mais libre, légère, heureuse. Elle a répondu à la 3e sonnerie, voix endormie. « Richard, est-ce que ça va ?»« Il est 3 heures du matin, Mireille. J'ai besoin de sortir d'ici. Puis-je rester chez toi quelques jours ?» Silence. Puis sa voix est devenue ferme, préoccupée. « Bien sûr que tu peux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je te raconterai tout quand j'arriverai, mais j'ai besoin de disparaître un moment, j'ai besoin de réfléchir loin d'ici. Quand viens-tu ? Demain matin. Viens, la maison est à toi, cousin, et tu sais que je ne juge rien. » J'ai raccroché et j'ai respiré profondément. Pour la première fois en 72 ans, j'allais faire quelque chose juste pour moi, sans demander la permission, sans notifier, sans justifier, sans me sentir coupable. Et quand Michel et Sophie reviendraient pour le reste du gâteau, ils trouveraient beaucoup plus que ce à quoi ils s'attendaient. Ils trouveraient la fin de l'homme qui acceptait des miettes et le début de l'homme que j'aurais dû être depuis toujours. Avez-vous déjà atteint un point où vous avez réalisé que vous deviez disparaître pour être remarqué? Je l'ai fait, et ce qui s'est passé quand ils ont découvert que j'avais disparu a été dévastateur. 6 heures du matin. Le soleil ne s'était même pas encore levé correctement quand j'ai commencé à faire mes bagages. Je n'avais pas du tout dormi, mais j'étais étrangement alerte, comme si chaque cellule de mon corps savait que c'était nécessaire.
J'ai ouvert l'armoire et j'ai pris uniquement l'essentiel. Des vêtements confortables, quelques costumes simples, le manteau en laine, rien de luxueux, rien de lourd, mais il y avait des choses que je ne pouvais pas laisser derrière. Je suis allé à la commode et j'ai pris l'écrin en velours rouge où je gardais la broche en or de ma mère. Un vieux bijou, délicat, avec des détails en filigrane. Ma mère la portait à toutes les fêtes importantes. Quand elle est morte, c'était la seule chose que j'ai demandé à garder avec moi. J'ai ouvert l'écrin. La broche scintillait dans la faible lumière du matin. J'ai passé mon doigt sur la surface froide et j'ai ressenti une oppression dans la poitrine. Combien de fois avais-je pensé à la donner à Michel? Combien de fois avais-je presque tendu la main en pensant qu'il la valoriserait, qu'il comprendrait la signification? Mais maintenant je savais. Si je la donnais, Sophie la vendrait, l'échangerait contre un sac de créateur ou un dîner coûteux, et la broche de ma mère deviendrait un billet de 500 € dans la main d'un inconnu. J'ai mis l'écrin dans la valise. C'était à moi. J'ai aussi pris le vieil album photo. Michel bébé. Hélène et moi le jour de notre mariage. Mon grand-père Sébastien dans la cuisine, souriant avec les mains couvertes de farine. Ce n'était pas juste des photos, c'était des preuves que j'avais vécues, aimées, construit quelque chose avant de devenir juste une source d'argent. Je suis allé au bureau et j'ai pris les documents importants. Acte de propriété de la maison, certificat, relevé bancaire, le testament que j'avais fait il y a 2 ans, que Michel pensait dire une chose, mais qui disait quelque chose de complètement différent. J'ai tout mis dans un dossier plastique bleu et je l'ai fourré au fond de la valise. Puis, je suis allé à la cuisine. Le gâteau était toujours là, intact. Parfait. Les cerises brillant dans le glaçage au chocolat, les bougies couleur perle à côté, la nappe vert émeraude en dessous. J'ai pris la note que j'avais écrite aux premières heures. J'ai relu chaque mot. Ma main avait tremblé quand j'avais écrit, mais les phrases étaient fermes, claires, définitives. J'ai placé le papier plié juste au centre de la table, sous l'assiette où était le gâteau. J'ai respiré profondément. Dernière chose, je suis allé au disjoncteur et j'ai coupé l'interrupteur principal. J'ai fermé l'arrivée d'eau. Je n'allais pas laisser la maison fonctionner comme si j'étais là à attendre. S'il voulait entrer, il trouverait l'obscurité et le silence. J'ai pris les valises, j'ai fermé la porte à clé et je suis descendu au garage. Ma Renault Clio blanche de 2015 était là, fiable, simple, à moi. J'ai mis les valises dans le coffre, je suis monté, j'ai ajusté le rétroviseur, j'ai regardé la maison une dernière fois. Je n'ai pas ressenti de regret, je n'ai pas ressenti de peur, j'ai ressenti du soulagement. J'ai démarré la voiture et je suis parti sans regarder en arrière. 3 heures sur la route jusqu'à la maison de Mireille. 3 heures de paysages changeants, la ville se transformant en campagne, le bruit se transformant en silence. Quand je suis arrivé, Mireille m'attendait déjà sur le perron, cheveux gris, tirés en chignon, tablier fleuri, sourire large et authentique. Richard. Elle a descendu les marches et m'a serré fort dans ses bras, odeur de café frais et de pain fait maison. Entre, entre, j'ai préparé un petit déjeuner copieux, tu me raconteras tout. Nous nous sommes assis dans sa cuisine. Table rustique en bois, rideaux de dentelle blanche, vase avec des lits jaunes à la fenêtre. Tout si différent de ma maison urbaine, moderne, froide. J'ai pris la première gorgée de café et j'ai craqué. Je lui ai tout raconté. L'anniversaire oublié, le message sur les restes du gâteau, les photos sur Instagram, l'argent que j'ai donné qui n'est jamais revenu, le sentiment d'être utile mais jamais aimé. Mireille a écouté en silence. Quand j'ai terminé, elle a soupiré profondément et m'a pris la main. « Richard, tu sais ce que c'est, n'est-ce pas ?»« Quoi ?»« De l'abus émotionnel, de l'abus financier. Tu es devenu la banque de ton propre fils. » Les mots faisaient mal, mais ils étaient vrais. « Je sais, » ai-je murmuré. « Mais je l'ai permis. J'ai toujours fermé les yeux, toujours accepté. » Parce que tu es un père et les pères aiment, mais l'amour ne peut pas être à sens unique, cousin. Si tu donnes, donnes, donnes et ne reçois jamais rien en retour, ce n'est pas une famille,
c'est de l'exploitation. Je suis resté assis en silence, regardant la tasse de café. « Et maintenant ?» ai-je demandé. « Maintenant tu te reposes. Reste ici aussi longtemps que tu en as besoin et laisse-les sentir ton absence. » « Mais vraiment, Richard, ça ne sert à rien de revenir en courant quand ils appellent en pleurant. Tu dois d'abord te valoriser toi-même. » Elle avait raison. J'ai éteint mon téléphone, littéralement. Je l'ai débranché. Je l'ai laissé se décharger. Et pour la première fois depuis des décennies, je suis devenu injoignable. Pendant ce temps, en ville, il était 14 heures quand Michel et Sophie se sont garés devant ma maison. Michel était excité, apportant des contenants à emporter du restaurant. « On a des restes de homard, papa va adorer », avait-il dit en chemin. Sophie était en talons hauts, lunettes de soleil, sac de créateur sur l'épaule, impatiente comme toujours. Michel a sonné à la porte. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Rien. « Étrange, il ne sort jamais à cette heure de la journée », a-t-il murmuré. Il a pris la clé de rechange que je lui avais donnée il y a des années, a ouvert la porte. La maison était silencieuse, silence lourd, irrespirable. « Papa » Michel a appelé, entrant lentement. « Papa, es-tu là ?» Rien. Sophie est entrée derrière lui, regardant autour avec dédain. « C'est bizarre, tout est éteint. » Michel a essayé d'allumer la lumière. Rien. Il est allé à la cuisine pour essayer le robinet. Rien. Et puis il a vu que le gâteau était là, entier, exactement au centre de la table. La nappe vert émeraude, les bougies couleur perle à côté, tout exactement comme cela avait été laissé. Mais sous l'assiette, pliée soigneusement, il y avait un morceau de papier. Michel l'a pris d'une main tremblante, l'a ouvert, l'a lu, et le sol a disparu sous ses pieds. Vous savez ce moment où vous réalisez que vous avez perdu quelque chose de précieux parce que vous l'avez traité comme s'il était jetable. Michel venait juste d'y arriver, et la note qu'il a lue allait tout changer. Michel a lu la note 1 fois, puis encore et encore. Ses mains tremblaient tellement que le papier frémissait dans l'air. Sophie, impatiente, lui a arraché la note des mains. « Laisse-moi voir de quoi parle ce drame », elle a lu à haute voix, avec ce ton irrité de quelqu'un qui ne veut pas être dérangé. « Cher Michel, j'ai gardé le gâteau comme tu l'as demandé. Il est frais. Moi, malheureusement, je ne l'étais pas. J'ai passé 72 ans sur cette terre, 34 à être ton père. Je pensais que cela valait au moins 2 heures de ton temps. Profite du gâteau. Je vais profiter de ma dignité. Ne me cherche pas pendant quelques jours. J'ai besoin de personnes qui veulent de ma compagnie. Papa. » Sophie a émis un petit rire nerveux. « Oh, pour l'amour du ciel, Michel, il fait un drame. Typique d'un vieil homme en manque d'attention, il doit être allé chez cette cousine agaçante, Mireille. » Mais Michel n'a pas répondu. Il était pâle, les yeux fixés sur le gâteau, sur la nappe brodée, sur les bougies qui n'étaient pas allumées. Il a pris l'une des chaises et s'est assis comme si ses jambes ne pouvaient plus le porter. « Michel ?» Sophie a froncé les sourcils. « Tu vas rester là figé ? Appelle-le. » Il a pris son téléphone d'une main tremblante. A composé, directement sur la messagerie. A composé à nouveau, messagerie, et encore, et encore. Rien. Il a éteint son téléphone, a-t-il murmuré, voix éteinte. Mon père a éteint son téléphone. Sophie a renâclé, jetant son sac sur le canapé. Oh, quelle exagération, Michel. L'homme fait une scène pour un dîner. On allait venir le lendemain, non. Ce n'est pas comme si on avait disparu pour toujours. Michel s'est tourné vers elle et, pour la première fois en 3 ans de mariage, son regard n'était plus docile. Il était dur, accusateur. Sophie, c'était son anniversaire. Et alors, on avait un engagement. Engagement ? Sa voix s'est élevée. On a choisi le homard plutôt que mon père. Oh, arrête, Michel. Tu es aussi dramatique que lui maintenant. Richard a toujours été comme ça, dans le besoin, collant. On ne peut pas vivre selon lui. Il n'est pas collant, il est seul. Michel s'est levé, passant sa main dans ses cheveux, incontrôlé. Sais-tu combien de fois mon père a demandé quoi que ce soit? Combien de fois il a supplié pour de l'attention? Aucune. Il nous a seulement demandé de manger un morceau de gâteau avec lui. 2 heures.
C'est tout. Sophie a croisé les bras, irritée. D'accord, très bien. Maintenant c'est ma faute. Je suis la méchante. C'est toi qui m'as convaincu de ne pas y aller. Tu as dit que c'était idiot, qu'on passerait plus tard, et on allait passer. Ce n'est pas ma faute s'il a décidé de faire ce petit spectacle. Michel a plissé les yeux, respirant profondément. La colère montait, mais avec elle venait autre chose, quelque chose de pire, la culpabilité. Lourde, étouffante, culpabilité qui serrait sa poitrine comme un étau. Il a regardé autour de lui. La maison était sombre, sans électricité, froide, vide, tout comme il avait fait sentir son père. « Je dois le trouver », a-t-il dit, reprenant son téléphone. Il a appelé Mireille. Ça a sonné, 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 répondu. « Allô, Mireille, c'est Michel. Est-ce que mon père est là ?» Silence. « Mireille, s'il te plaît, je sais qu'il est là. Je veux juste lui parler, savoir s'il va bien. » Michel. La voix de sa cousine était ferme, coupante. « Ton père ne veut pas te parler pour l'instant, mais j'ai besoin d'expliquer. » « Expliquer quoi ? Que tu l'as laissé seul le jour de son anniversaire, que tu ne t'es souvenu de lui que quand tu voulais garder des restes de gâteau ? Je sais que j'ai fait une erreur, Mireille, mais pas de mais, Michel. Tu l'as profondément blessé et il a besoin de temps pour gérer cela. Respecte son espace. Mais, et si quelque chose arrive ? Rien n'arrivera. Il va bien, il est en sécurité, il est avec moi. Et quand il voudra te parler, il le fera. Jusque-là, laisse-le en paix. Et elle a raccroché. Michel est resté là, regardant son téléphone comme s'il s'était transformé en pierre. Sophie a roulé des yeux. « Je te l'avais dit, il est chez Mireille, faisant une scène. Laisse tomber, Michel, il reviendra dans quelques jours. » Mais Michel n'écoutait pas. Il est allé au bureau de son père, ce coin où il entrait rarement. Il a ouvert le tiroir du bureau. Il était vide, l'acte de propriété qui y restait toujours, disparu, les relevés bancaires disparus. Le testament disparu, son cœur s'accélérant. « Sophie !» a-t-il crié. Elle est venue en traînant les talons. « Quoi maintenant ? Ces documents sont tous partis, actes, relevés, testament. » Sophie a pâli. Pendant une seconde, le masque d'indifférence est tombé. « Qu'est-ce que tu veux dire, parti ? » Il a tout pris. Michel a ouvert un autre tiroir désespérément. Sophie, il a tout pris. Mais pourquoi ? Il est en colère pour un dîner et décide de prendre les documents. Michel s'est arrêté, a regardé sa femme, et pour la première fois, il l'a vue. Il a vu l'avidité dans ses yeux, le désespoir déguisé, le calcul mental, sans acte, sans accès facile, sans contrôle. « Tu t'inquiètes pour les documents ?» a-t-il dit lentement. « Non. Pour ton père, bien sûr que je m'inquiète pour ton père, mais Michel, nous devons être pratiques aussi. Il a presque 80 ans, il a 72 ans, peu importe. Il est âgé, peut oublier des choses, pourrait avoir un AVC, nous devons savoir où est la documentation. Pourquoi, Sophie ? Sa voix était basse, dangereuse. Pourquoi ? Tu as besoin de savoir où est la documentation de mon père. Pour le protéger, si quelque chose arrive. Si quelque chose arrive, je suis le fils, je le résoudrai. Mais nous sommes mariés, Michel. Ce qui est à toi est aussi à moi. » Et là, dans cette phrase, Michel a tout compris. Il est retourné à la cuisine, a pris la note de son père et l'a relue. Cette fois, lentement, absorbant chaque mot. « Profite du gâteau. Je vais profiter de ma dignité. » Dignité ? Son père avait perdu sa dignité à cause de lui, à cause d'eux. Et lui, aveugle, sourd, idiot, ne l'avait même pas remarqué. Il s'est assis sur la chaise à nouveau. Cette fois, il a commencé à pleurer. Vraiment pleurer. Sanglots coincés, larmes épaisses, épaules tremblantes. Sophie est restée là ne sachant pas quoi faire. « Michel, arrête ça. On va résoudre ça. On va y aller, lui parler. »« Sors !» a-t-il dit sans lever les yeux. « Quoi ? Sors, Sophie. Va-t'en. Voyons, Michel, je ne vais pas te laisser comme ça. »« Sors !» a-t-il hurlé. Et le son a fait écho dans la maison vide. « Sors de cette maison maintenant avant que je dise des choses que je ne pourrai pas reprendre. » Sophie est restée paralysée, puis a attrapé son sac avec indignation.
Tu regretteras de m'avoir parlé comme ça, Michel. Je regrette déjà beaucoup de choses, Sophie, mais te renvoyer maintenant, ça je te garantis que je ne le regretterai pas. Elle est partie en claquant la porte et Michel est resté seul dans la maison vide de son père avec un gâteau intact sur la table et une culpabilité qui pesait plus que n'importe quel héritage. Il y a des douleurs qui mettent des années à exploser, mais quand elles éclatent, elles détruisent tout. Michel venait de se réveiller et ce qu'il allait découvrir dans les heures suivantes lui déchirerait encore plus le cœur. Michel est resté assis là pendant presque 1 heure seul dans le lourd silence de cette maison sans lumière, sans eau, sans vie. Le gâteau restait sur la table, parfait et inutile. Les bougies couleur perle à côté, attendant une célébration qui n'a jamais eu lieu. Il a repris son téléphone, a essayé d'appeler son père. Messagerie, a envoyé un message. « Papa, s'il te plaît, réponds-moi. J'ai besoin de te parler. J'ai besoin de m'excuser. » Rien. « Papa, je sais que j'ai eu tort. Je sais, mais laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi arranger ça. » Rien. « S'il te plaît, dis-moi juste que tu vas bien. » Silence absolu. Il a posé sa tête sur la table et a respiré profondément. Les larmes avaient séché, mais la douleur était toujours là. Vive, vivante. C'est à ce moment qu'il a regardé le tiroir du buffet du salon, ce tiroir où son père gardait de vieux papiers, des factures payées, de vieux reçus. Il s'est levé, y est allé et l'a ouvert. À l'intérieur, un carnet à lignes bleu clair. Il l'a immédiatement reconnu. C'était le carnet que son père utilisait pour enregistrer les dépenses. Il avait toujours été organisé comme ça, méticuleux, un héritage d'une vie de couture, où chaque centime comptait. Il a pris le carnet et l'a ouvert. L'écriture de son père, soignée, ferme, date, valeur, description, il a commencé à lire et le monde s'est effondré. 15 mars 2023. Prêté à Michel 15 000 €. Acompte pour la voiture de Sophie. Il a promis de rembourser en 6 versements. Je n'ai pas facturé d'intérêt parce qu'il est mon fils. Michel s'est arrêté, a essayé de se souvenir. La voiture, une Honda Civic argentée, toute neuve. Sophie avait insisté. « Michel, j'ai besoin de cette voiture. La mienne est une épave. » Il avait demandé de l'aide à son père. Il l'a donnée immédiatement, sans hésitation, et ils n'ont jamais remboursé. Il a continué à lire. 12 juillet 2023. Michel a appelé disant qu'il y avait une urgence dans l'appartement. Fuite grave, devrait refaire toute la salle de bain. Envoyer 12 000 € immédiatement. Il était désespéré, a dit qu'il me paierait dans 3 mois. 15 juillet 2023. Vu des photos sur Instagram. Ils sont à Marrakech, hôtel de luxe. Ce n'était pas une urgence, c'était un mensonge. Ma poitrine m'a fait mal quand j'ai vu, mais je n'ai rien dit. J'ai peur qu'il s'éloigne si je me plains. Michel a senti un coup de poignard dans l'estomac. Marrakech. Il se souvenait. Sophie avait obtenu une promotion immanquable. Billets, hôtel, tout compris. Une opportunité unique, Michel. On le mérite. Et il avait accepté sans y penser à 2 fois, sans penser que son père venait d'envoyer 12 000 € en croyant à un mensonge. Il a tourné la page, main tremblante. Octobre 2023, avril 2025. Commencé à envoyer 6 000 € par mois à Michel. Il a dit que son salaire ne suivait pas et que Sophie était sans travail. Je vis seul, dépense moins de 3 000 €. Je peux aider, mais ça fait déjà 19 mois. C'est déjà 114 000 €. Il ne me demande jamais si j'ai besoin, il demande seulement. 114 000 €. 19 mois. Michel s'est adossé au mur, étourdi. Il savait que son père aidait, mais ne s'était jamais arrêté pour faire le total. Il ne s'était jamais arrêté pour penser qu'il s'épuisait pour soutenir leur style de vie. Et Sophie avait un travail. Elle était responsable de magasin, gagnait bien, mais préférait mentir, préférait sucer, préférait faire de son père un compte bancaire ambulant. Il a tourné une autre page et s'est figé. 23 avril 2025. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai eu 72 ans.
préparer un gâteau spécial, utiliser la recette de grand-père Sébastien. J'ai appelé Michel et l'ai invité, lui et Sophie, à manger avec moi, c'est tout. 2 heures, une part de gâteau. Ils ont préféré le jardin des délices. J'ai soufflé les bougies seul, puis j'ai reçu un message. Garde-nous du gâteau. J'ai réalisé quelque chose aujourd'hui. Je ne suis plus un père pour mon fils. Je suis une commodité. Je ne sais pas combien de temps je supporterai de me sentir comme ça. Michel a lâché le carnet comme s'il brûlait. Il est tombé à genoux sur le sol du salon. Il a sangloté bruyamment, incontrôlablement, le genre de pleurs qui fait mal à la gorge, qui gratte, qui étouffe. Il avait fait ça. Il avait transformé son père en fournisseur d'argent, en homme invisible, jetable, bon seulement quand c'était pratique. Il est resté là à pleurer dans le noir pendant un temps indéterminé. Quand il a enfin pu respirer à nouveau, il a ramassé le carnet et a continué à lire. Il avait besoin de tout savoir. Il avait besoin de ressentir toute la douleur. C'était le moins qu'il méritait. Il s'est tourné vers la dernière page notée et a trouvé quelque chose qui l'a complètement détruit. Il y avait des papiers détachés à l'intérieur du carnet. Feuilles imprimées, emails, il a pris le premier. C'était une capture d'écran d'une conversation WhatsApp entre Sophie et une amie. Sophie: « Oh, ma chérie, Richard est insupportable, vieux, trop dans le besoin, appelant tout le temps voulant de l'attention. Je l'ignore, mais Michel a toujours pitié. » Ami: « Mais il vous aide financièrement, n'est-ce pas, Sophie ?» Sophie: « Oui, et Dieu merci, sinon on ne pourrait pas maintenir le niveau. Mais c'est fatigant, tu sais. On dirait qu'il pense qu'en donnant de l'argent, il a le droit d'être collant. » Ami: « C'est dur, Sophie, je comprends. » Sophie: « Mais que pouvons-nous faire, hein? Au moins quand le vieux mourra, l'appartement sera à nous. Michel a dit que la maison est pratiquement déjà à son nom. » Michel a lu 3 fois. 4, 5. Quand le vieux mourra. Sophie avait dit cela à propos de son père. Sophie attendait que son père meure. Il s'est levé en trébuchant, est allé aux toilettes et a vomi. Vomi le homard coûteux, vomi le champagne importé, vomi la honte, la culpabilité, le dégoût envers lui-même. Quand il est sorti des toilettes, il a pris son téléphone et a appelé Sophie. Elle a répondu à la 2e sonnerie, voix irritée. « Maintenant, tu appelles après m'avoir expulsé de la maison. » Sophie. Sa voix était glaciale. J'ai trouvé des choses ici, des papiers, des captures d'écran. Silence à l'autre bout. Quelles captures d'écran? Tu sais lesquelles, a dit Michel froidement. Quand le vieux mourra, l'appartement sera à nous. C'était tes mots. Tu as appelé mon père un vieux. Tu attends que mon père meure, Sophie. Michel, j'étais contrarié quand j'ai écrit ça. Je me défoulais. Te défouler? A-t-il crié. Tu as appelé mon père collant? Tu as dit qu'il est dans le besoin, insupportable, tout en prenant son argent, Sophie, tout en mentant, empruntant et ne jamais rendant. Tout le monde se défoule, Michel. Ça ne veut pas dire que je veux divorcer. Silence. Quoi? Divorce? C'est fini, nous sommes finis. Michel, tu es irrationnel. Tu es en état de choc à cause de ton père. Tu confonds les choses. Je vois tout clairement pour la première fois en 3 ans. Tu ne l'as jamais aimé. Tu ne m'as jamais aimé. Tu voulais seulement l'argent, la maison, la sécurité, et j'étais aveugle. Mais maintenant j'ai vu et je n'en veux plus. Je ne veux plus de toi. Si tu demandes le divorce, je prendrai la moitié de tout, Michel. La moitié de l'appartement, la moitié. Prends-le, tu peux le prendre, parce qu'il n'y a rien qui vaille la peine de rester avec toi. Rien. Et il a raccroché. Bloqué son numéro, s'est assis sur le sol du salon à nouveau, a serré ses genoux et a finalement compris. Il avait perdu la seule personne qui l'aimait vraiment et ne savait pas s'il pourrait jamais la récupérer. Il y a des regrets qui pèsent comme du plomb. Michel venait de découvrir l'étendue des dégâts, mais mon histoire n'était pas terminée, car pendant qu'il souffrait, je m'épanouissais. Et ce que j'ai appris loin de lui a tout changé. Pendant que Michel se noyait dans la culpabilité en ville, j'étais assis sur la terrasse de Mireille, prenant un café avec du pain de maïs et regardant l'horizon vert qui s'étendait à perte de vue.
paix, bon silence. Le genre qui calme, pas qui étouffe. 5 jours s'étaient écoulés depuis que j'avais quitté la maison. 5 jours sans allumer mon téléphone. 5 jours sans entendre d'excuses, de demandes, de justifications. 5 jours juste pour moi. Mireille m'avait donné la chambre d'amis. Simple mais confortable. Lit double avec un couvre-lit en patchwork qu'elle avait fait elle-même. Rideau blanc dansant avec le vent. Parfum de lavande sur les draps. De la fenêtre, je pouvais voir le mûrier chargé de fruits. Le matin, les oiseaux faisaient une symphonie que j'avais oublié exister. La première nuit, je me suis effondré. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma poitrine me fasse mal, jusqu'à ce que ma gorge soit à vif. Mireille m'a serré dans ses bras en silence, m'a laissé tout vider. « Pleure, cousin », a-t-elle dit, caressant mes cheveux. « Pleure tout ce que tu as avalé toutes ces années. On parlera plus tard. » Et c'est ce que j'ai fait. Le deuxième jour, je me suis réveillé avec les yeux gonflés, mais le cœur plus léger, comme si j'avais retiré une pierre de ma poitrine. Mireille a fait du café, des petits pains au fromage chaud, du fromage à tartiner fait maison. Nous nous sommes assis dans sa cuisine et je lui ai finalement tout raconté. Pas seulement l'anniversaire, tout. Les prêts jamais remboursés, les 120 000 € qui ont quitté mon compte en moins de 2 ans. Le sentiment d'être une extension de leur portefeuille, jamais. Les visites courtes, précipitées, mécaniques, la façon dont Sophie me parlait, toujours pressée, toujours irritée, me faisant toujours sentir que je les dérangeais. Mireille a écouté sans interrompre. Quand j'ai terminé, elle a soupiré et m'a pris la main. « Richard, j'ai besoin de te dire quelque chose, et tu n'aimeras pas l'entendre. » Je l'ai regardé, effrayé. « Quoi? Tu as 380 000 € d'économie, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. « Et Michel le sait. »« Il le sait, » ai-je admis doucement. « Eh bien alors, cousin, tu n'es pas un père pour ton fils, tu es un investissement. » Les mots sont tombés comme un marteau. Ça faisait mal, ça faisait très mal, mais c'était vrai. « Sophie connaît-elle aussi cet argent ?» a demandé Mireille. Je ne lui ai jamais dit directement, mais je suis sûr que Michel l'a mentionné. « Eh bien voilà, tu es devenu une vache à lait, Richard, et tant qu'il y aura du lait, ils continueront à traire. » J'ai fermé les yeux, j'ai respiré profondément. J'ai laissé cela se produire, Mireille. J'ai toujours fermé les yeux, toujours accepté. Tu l'as fait. Mais pas parce que tu es stupide ou faible. Tu l'as fait parce que tu es un père. Et les pères ont ce défaut de penser que l'amour consiste à donner sans rien attendre en retour. Mais, écoute cousin, l'amour qui ne va que dans une direction n'est pas de l'amour, c'est de l'exploitation. Elle s'est levée, a pris une chaise et s'est assise devant moi, les yeux dans les yeux. Tu as besoin d'aide professionnelle, Richard. Il n'y a pas de honte à cela. Tu as besoin d'apprendre à te valoriser, parce que jusqu'à ce que tu le fasses, personne ne le fera pour toi. Et c'est ainsi que le 3e jour, j'ai pris rendez-vous avec la psychologue du village, docteur Hélène, la cinquantaine, cheveux gris courts, lunettes à monture rouge, sourire accueillant. Son cabinet était dans une vieille maison rénovée, avec des plantes à l'entrée et une odeur de lavande. Je me suis assis sur le canapé beige et, pour la première fois de ma vie, j'ai raconté à une étrangère toute ma douleur. J'ai parlé d'Hélène, qui est morte trop tôt, me laissant seule avec un petit enfant. J'ai parlé des décennies à coudre jusqu'à l'aube pour assurer que Michel ait tout. J'ai parlé de la fierté que j'ai ressentie quand il a été diplômé, quand il a obtenu le travail, quand il s'est marié. Et j'ai parlé de la solitude, cette solitude qui n'est pas le manque de gens, mais le manque de présence. Être rappelé seulement quand c'est pratique, sentir que ma valeur était dans ce que je pouvais donner, jamais dans ce que j'étais. Docteur Hélène a écouté sans juger. Elle a noté quelque chose, a hoché la tête, parfois souriait tristement. Quand j'ai terminé, elle a enlevé ses lunettes et a dit « Richard, vous avez passé toute votre vie à prendre soin des autres, mais vous avez oublié de prendre soin de vous-même. Et maintenant le temps est venu de faire les choses différemment. » Comment ?
D'abord, vous devez comprendre que fixer des limites n'est pas de l'égoïsme, c'est nécessaire. Si vous ne vous protégez pas, personne ne le fera. J'ai hoché la tête, avalant la boule dans ma gorge. Deuxièmement, vous devez reconstruire votre identité en dehors du rôle de père. Qui est Richard au-delà d'être le père de Michel? La question m'a prise au dépourvu. Je suis resté silencieux. Je ne savais pas comment répondre. Exactement, a-t-elle dit doucement. Vous vous êtes perdu en chemin. Et maintenant, à 72 ans, vous avez la chance de vous redécouvrir. Je suis parti de là, avec la poitrine serrée, mais aussi avec quelque chose de nouveau qui grandissait en moi, l'espoir. Le 4e jour, Mireille m'a présenté à ses amies, des femmes étonnantes, veuves ou divorcées, toutes de plus de 65 ans, toutes indépendantes, toutes vivantes. Madame Nora, 78 ans, venait de revenir d'un voyage en solo dans le Grand Canyon. Elle m'a montré des photos des cascades, des randonnées, du coucher de soleil orange. Richard, après la mort de mon mari, je suis resté à la maison en deuil pendant 5 ans, pensant que ma vie était terminée. Jusqu'au jour où je me suis réveillé et j'ai pensé « Nora, tu es vivante, alors agis comme telle ». J'ai acheté un sac à dos et j'ai commencé à voyager, la meilleure chose que j'ai jamais faite. Madame Patricia, 70 ans, peintre. Elle avait une exposition prévue 2 mois plus tard à Paris. Peinture vibrante, pleine de couleurs, de vie. J'ai commencé à peindre à 65 ans, Richard. Il n'est jamais trop tard. Il suffit de commencer. Parler avec elles était libérateur. Elles ne me jugeaient pas, ne me traitaient pas comme une pauvre chose. Elles me traitaient comme un égal. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais vu. Le 5e jour, je me suis réveillé tôt et je suis allé me promener sur la place du village. C'était une matinée fraîche, ciel bleu clair, douce brise. Je portais un pantalon en lin blanc, une chemise vert menthe que j'avais achetée dans une charmante friperie du centre-ville, des baskets confortables. Je me suis regardé dans le miroir avant de partir. Mes cheveux gris étaient lâches, longs, négligés. Je les portais toujours attachés parce que c'était pratique, rapide. Mais ce matin-là, regardant mon reflet, j'ai pensé « Quand est-ce que je me suis préparé pour moi pour la dernière fois ?» Je suis allé au salon du village, simple mais propre, parfumé. La coiffeuse, Madame Ivy, m'a accueilli avec un large sourire. « Alors, mon cher, qu'allons-nous faire aujourd'hui ? Je veux les couper, ai-je dit décidément. Je veux une coupe moderne, décontractée, quelque chose qui me fasse sentir léger. » Elle a souri. « Vous allez être beau. » Et je l'étais. Un carré court au niveau du menton, frange sur le côté, volume aux racines. Quand elle a tourné la chaise et que je me suis vu dans le miroir, je ne me suis presque pas reconnu. J'étais beau. Pas beau pour plaire à qui que ce soit, beau pour moi-même. J'ai quitté le salon la tête haute. Je suis allé dans un magasin de vêtements et j'ai acheté 2 nouvelles chemises, une jupe midi fleurie, un costume bleu marine qui me donnait l'air élégant. J'ai dépensé un total de 400 € et je n'ai ressenti aucune culpabilité. Pour la première fois, j'ai dépensé de l'argent pour moi-même sans avoir l'impression de le gaspiller. Le soir, je me suis assis avec Mireille sur la terrasse. Elle m'a regardé et a souri. « Tu es différent, Richard. »« Je me sens différent, ai-je admis. »« Et Michel ?» J'ai respiré profondément. Je ne veux toujours pas lui parler. Pas jusqu'à ce que je sois sûr que je n'accepterai plus jamais de miettes. Mireille a pris ma main et l'a serrée. « Tu es sur le bon chemin, cousin. » Et pour la première fois en 72 ans, je l'ai cru. Il y a des nouveaux départs qui arrivent tard, mais jamais trop tard. J'étais en train de renaître, mais pendant ce temps, mon fils découvrait des choses qui allaient tout changer entre nous. Et quand il m'a finalement retrouvé, rien ne serait plus comme avant. 2 semaines passèrent. 2 semaines pendant lesquelles Michel a vécu dans l'enfer qu'il s'était construit. Il essayait de m'appeler tous les jours, envoyait des messages, des notes vocales désespérées, des demandes d'excuses que je n'ai jamais lues parce que mon téléphone restait éteint. Il est allé chez Mireille 3 fois. Les 3 fois,
elle n'a pas ouvert la porte. La première fois, il a frappé pendant 15 minutes d'affilée, criant mon nom, suppliant. J'ai entendu de la fenêtre de la chambre, cœur serré, mais je ne suis pas descendu. Mireille, elle est restée à la porte et a dit fermement « Ton père ne veut pas te voir maintenant, Michel. Respecte cela. Mais j'ai besoin de m'excuser. J'ai besoin d'expliquer. Explique-toi d'abord. Puis, s'il veut t'écouter, il te contactera. » Il est parti dévasté. La deuxième fois, il a apporté des fleurs, un bouquet coûteux de roses blanches et de lys. Mireille a ouvert une fente dans la porte, a pris les fleurs et a dit « Ton père n'a pas besoin de fleurs, Michel. Il avait besoin de ta présence quand il était encore temps. » Et elle a fermé la porte. J'ai vu les fleurs de la fenêtre. Elles étaient belles, mais ne changeaient rien. La troisième fois, il n'a même pas frappé. Il s'est tenu au portail, regardant la maison, pleurant. Puis il est parti. Et cette nuit-là, finalement, j'ai pleuré aussi, parce que ça fait mal. Ça fait mal de voir son fils souffrir. Ça fait mal de savoir qu'on a causé cela, même s'il le méritait. Ça fait mal d'être un père et de devoir choisir entre pardonner rapidement ou enseigner lentement. Mais je n'ai pas reculé, parce que pour la première fois, je choisissais ma douleur, pas la sienne. Pendant ce temps, la vie de Michel s'effondrait. À la banque, il a essayé d'accéder au compte joint qu'il avait avec moi, un compte que j'avais ouvert il y a des années pour faciliter les choses quand il avait besoin d'acheter quelque chose et que je transférais l'argent directement. Bloqué. Il a appelé le directeur, nerveux. « Que voulez-vous dire, bloqué ? Monsieur Michel, Monsieur Richard vous a retiré comme personne autorisée. Le compte est maintenant à son nom uniquement. Mais j'ai besoin de lui parler. Je comprends. Mais la décision était la sienne. Si vous voulez l'inverser, vous avez besoin de son autorisation en personne. » Michel a raccroché, stupéfait. Il n'avait jamais eu besoin de ce compte, ne l'avait jamais utilisé pour de vraies urgences. Mais le fait que j'avais coupé l'accès était une gifle en plein visage. C'était la preuve que je n'étais plus l'homme qui acceptait tout en silence. Puis, il a essayé d'aller au bureau du cadastre. Il voulait vérifier l'acte de propriété de la maison. Il était certain, absolument certain, qu'au moins la moitié était à son nom. Après tout, j'avais toujours dit que la maison était à nous, que tout ce que j'avais était à lui. Il a payé les frais, a demandé une copie du document. Quand il l'a ouverte, le sol a disparu. Propriétaire, Richard Jefferson, seulement mon nom, aucun autre. La maison n'avait jamais été à lui, jamais à nous, toujours à moi. Il a quitté le bureau du cadastre en titubant, est monté dans la voiture et y est resté pendant 1 heure en état de choc. Sophie avait dit 1000 fois « Quand ton père mourra, nous aurons un endroit où vivre ». Michel l'avait cru, Sophie l'avait prévu. Il comptait sur cet héritage, mais il n'a jamais existé. Il a pris son téléphone et a appelé l'avocat de la famille, M. Henry. « Monsieur, j'ai besoin de comprendre quelque chose. Mon père, il a disparu, a pris tous les documents, et j'ai découvert que la maison est uniquement à son nom. Puis-je faire quelque chose ?» M. Henry, de sa manière calme et directe, a répondu « Michel, la maison est à votre père. Il peut faire ce qu'il veut avec la propriété, y compris la vendre, la donner ou la laisser à qui il décide dans le testament. Mais il a toujours dit qu'elle était à moi aussi. Dire n'a aucune valeur légale, Michel. Ce qui compte, c'est ce qui est enregistré et c'est enregistré uniquement à son nom. Et l'argent, il a une somme épargnée. C'est aussi à lui. Tant qu'il est vivant et lucide, il le gère comme il veut. Vous n'avez aucun accès, aucun droit, rien, à moins qu'il ne décide de vous inclure. » Michel a raccroché, désespéré. Tout ce qu'il pensait être garanti était une illusion. Sophie a montré qui elle était vraiment. Quand elle a appris que la maison n'était pas au nom de Michel, elle a explosé. Il y a eu 2 semaines de disputes horribles, des arguments qui commençaient bas et se terminaient par des portes qui claquent, des cris, des malédictions. « Tu m'as trompé, Michel. Tu as dit que ton père avait tout arrangé. Je le pensais. Il a toujours dit que la maison était à moi. Je pensais. Ça ne paie pas les factures, Michel. On a planifié notre vie autour de ça.
J'ai renoncé à des opportunités, pensant qu'on avait un filet de sécurité. Quelles opportunités, Sophie? Tu travailles, tu gagnes bien. Pas aussi bien que je le voulais. Et maintenant? Maintenant, nous n'avons rien, pas de maison, pas d'argent, rien. Nous avons un appartement qui est financé jusqu'au cou. Et tu penses que je vais passer le reste de ma vie à payer des mensualités pendant que ton père est assis dans une maison qui vaut plus de 700 000 euros? Michel l'a regardé, dégoûté. Tu entends ce que tu dis, Sophie? Tu souhaites que mon père soit mort? Je ne le souhaite pas. Je suis juste réaliste. Il a 72 ans, Michel. Il ne vivra pas éternellement. Sors de ma vue, a-t-il crié, poussant une chaise. Pars maintenant avant que je ne dise quelque chose que je ne pourrai pas reprendre. Et Sophie est partie, a claqué la porte, est retournée chez sa mère et 3 jours plus tard a envoyé un message « Je veux divorcer et je prends la moitié de tout ». Michel n'a même pas répondu, l'a juste bloqué, parce que finalement, après 3 ans d'aveuglement, il a vu. Sophie ne l'avait jamais aimé. Elle aimait ce qu'il pouvait hériter. Et maintenant que l'héritage n'existait pas, elle était partie. C'était un dimanche matin, 3 semaines après que j'ai quitté la maison, que Michel est apparu à nouveau au portail de Mireille. Cette fois, il n'a pas frappé, n'a pas crié, n'a pas supplié, il s'est juste tenu là, tenant une lettre. Mireille m'a appelé. « Richard, ton fils est ici, mais cette fois il a apporté une lettre. Il demande juste que tu la lises. Tu n'as pas besoin de répondre si tu ne veux pas. » J'ai regardé par la fenêtre. Michel était mince, visage hagard, mal rasé, cerne. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus. Je n'ai pas ressenti de pitié, j'ai ressenti de la douleur, mais je n'ai pas reculé. Mireille est descendue, a pris la lettre et est remontée. Elle me l'a tendue sans rien dire. Je me suis assis sur le lit dans la chambre et l'ai ouverte. Son écriture tremblante, irrégulière. Il avait pleuré en écrivant. On pouvait le voir aux taches floues sur le papier. « Papa, je ne sais pas si tu vas lire ceci. Je ne sais pas si je mérite que tu le lises, mais j'ai besoin d'essayer. J'ai trouvé le carnet, trouvé les emails de Sophie, trouvé tout, et pour la première fois de ma vie, j'ai compris l'ampleur de mon aveuglement. Tu m'as élevé seul, travaillé jusqu'à l'aube, pour que je ne manque de rien, donné l'éducation, l'amour, la dignité, et je t'ai récompensé par l'abandon. J'ai choisi des restaurants chers au lieu de 2 heures avec toi. J'ai choisi des voyages trompeurs au lieu de l'honnêteté. J'ai choisi une femme qui te méprisait au lieu de défendre la seule personne qui m'a toujours vraiment aimé. Je n'ai pas d'excuses, pas de justification. J'étais un lâche, égoïste et aveugle. J'ai mis fin aux choses avec Sophie. Elle a montré qui elle a toujours été, intéressée, froide, avide. Et je l'ai épousée. Je l'ai amenée près de toi. Je l'ai laissé te blesser. C'est mon plus grand regret. Papa, je ne demande pas pardon parce que je sais que je ne le mérite pas. Je demande juste une chance de montrer que je peux être différent, que je peux être le fils que tu méritais d'avoir eu depuis le début. Je comprends si tu ne veux pas me voir. Je comprends si tu me retires de ta vie. Mais s'il te plaît, dis-moi juste que tu vas bien. Juste ça. J'ai besoin de savoir que tu vas bien. Je t'aime, et je passerai le reste de ma vie à essayer de le prouver. Michel. J'ai plié la lettre lentement, l'ai posée sur la table de chevet et j'ai pleuré. Non pas parce que j'allais reculer, mais parce que c'était ce que j'avais besoin d'entendre. Pas de justification, pas d'excuse, de la reconnaissance. Mais ce n'était pas encore le moment de répondre, car avant de pardonner à mon fils, j'avais besoin de me pardonner moi-même. Et cela prendrait un peu plus de temps. Il y a des pardons qui ont besoin de temps et des lettres qui font plus mal que le silence. Michel s'était réveillé, mais j'apprenais encore à marcher seul. Et ce qui s'est passé quand nous nous sommes enfin rencontrés? Cela a tout changé, 1 mois entier, 30 jours, loin de ma maison, loin de ma routine, loin de mon fils. 30 jours qui m'ont transformé plus que les 10 dernières années. Je n'étais plus le même homme qui était parti cette aube avec un cœur brisé. Il y avait quelque chose de différent en moi maintenant, quelque chose qui brillait dans mes yeux quand je me regardais dans le miroir. La dignité. Docteur,
Hélène m'a aidé à comprendre que j'avais passé des décennies à confondre amour et sacrifice, qu'être père ne signifiait pas être un paillasson, que prendre soin n'était pas synonyme d'effacement de soi, et qu'il n'était jamais, jamais trop tard pour se relever. Un jeudi matin, prenant un café avec Mireille sur la terrasse, j'ai finalement dit « Je retourne ». Elle s'est arrêtée avec la tasse en l'air. « Tu es sûr ?»« Je le suis, mais je ne retourne pas pour être le même. Je retourne pour clore ce cycle de la bonne manière. » Mireille a souri fièrement. « Alors, allons-y ensemble. Tu n'affronteras pas cela seul. » Je suis arrivé à la maison un vendredi après-midi. Mireille a conduit. Henri est venu aussi. Je lui avais demandé d'être présent comme témoin et soutien juridique. Quand j'ai ouvert la porte, la maison était exactement comme je l'avais laissée. Le gâteau était toujours sur la table, maintenant moisi, couvert d'insectes, les bougies couleur perle à côté, intactes. La nappe vert émeraude tachée. Personne n'avait nettoyé, personne n'avait bougé. Michel l'avait respecté. Ou peut-être avait-il peur d'entrer. J'ai remis l'électricité. La lumière est revenue, froide et dure. J'ai ouvert les fenêtres. L'odeur de moisissure remplissait tout. J'ai respiré profondément. C'était l'heure. J'ai pris le téléphone que j'avais rallumé en chemin et j'ai envoyé un message à Michel. « Je suis à la maison. Besoin de te parler. Demain 10 heures. Apporte seulement toi-même, pas Sophie. » La réponse est venue en secondes. « Papa, Dieu merci, je viens. J'ai rompu avec Sophie. Je le jure. Je viendrai seul. Merci de me donner cette chance. » Je n'ai pas répondu davantage. Samedi, 10 heures précises. La sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte. Michel était devant, mince, hagard, yeux rouges. Il semblait qu'il n'avait pas dormi depuis des jours, la barbe mal entretenue, chemise froissée, main tremblante. Quand il m'a vu, ses yeux se sont remplis de larmes. « Papa, entre !» ai-je dit, sec, mais pas froid. « Il y a des gens qui attendent. » Il est entré et s'est figé en voyant Mireille et me. Henri assis dans le salon. « Papa, pourquoi ?»« Assieds-toi, Michel. » Il s'est assis. Il avait l'air d'un enfant appelé pour une réprimande à l'école. Je me suis assis dans le fauteuil en face de lui. Mireille et me. Henri sur les côtés, comme une sorte de tribunal. Parce que c'était cela, j'avais besoin qu'il écoute, pas qu'il essaie de se justifier. J'ai pris le carnet bleu, celui où je notais tout, et je l'ai placé sur la table centrale. Les yeux de Michel se sont écarquillés. « Tu as vu ?» ai-je demandé, montrant le carnet. Il a hoché la tête, avalant difficilement. « J'ai vu, j'ai tout lu. » Alors tu sais combien toi et cette femme m'avez pris, pas seulement de l'argent, du respect, de la dignité, de la paix. Papa, j'ai coupé fermement. Maintenant tu écoutes. Après, si je le permets, tu parles. » Il a fermé la bouche, larmes coulant. J'ai respiré profondément et j'ai commencé. J'ai passé 34 ans de ma vie à t'élever seul. J'ai travaillé jusqu'à l'aube. J'ai cousu jusqu'à ce que mes doigts saignent pour assurer que tu aies tout. Éducation, vêtements, nourriture, dignité. Quand ta mère est morte, j'aurais pu abandonner. J'aurais pu te confier à ma mère pour t'élever. J'aurais pu retourner chez mes parents. Mais je n'ai pas abandonné parce que tu étais mon fils et je t'aimais. Michel sanglotait. « Je sais, papa. » Laisse-moi finir. Ma voix était ferme, mais chargée de douleur. Quand tu as grandi, quand tu as eu le travail, quand tu t'es marié, j'ai pensé que j'avais fait ma part. J'ai pensé que tu étais prêt, mais tu ne l'étais pas. Tu as épousé une femme qui voyait de l'argent là où il aurait dû y avoir de la famille, qui appelait ton père un vieux homme nécessiteux par message, qui attendait que je meure pour obtenir ma maison. Michel a pâli. Comment as-tu... J'ai pris les captures d'écran que j'avais gardées, celles qu'il avait aussi trouvées. Je les ai jetées sur la table. Je savais avant toi, Michel, je savais depuis des mois. Une de ses amies a eu pitié de moi et m'a montré. Et tu sais ce que j'ai fait? Rien. Parce que j'avais peur, peur de te perdre, peur que si je me plaignais, tu la choisirais. Il a couvert son visage de ses mains, pleurant. « Papa, je suis tellement désolé, je suis tellement désolé. »
Et tu as choisi. J'ai continué, implacable. Tu l'as choisi le jour de mon anniversaire. Quand je t'ai demandé 2 heures, tu as choisi le homard et le champagne. Tu m'as envoyé garder des restes comme si j'étais un réfrigérateur, comme si je n'avais pas de sentiments. J'étais un idiot. J'étais aveugle. Tu étais égoïste, ai-je coupé. Et je l'ai permis. Je l'ai permis parce que j'avais peur de te perdre. Mais tu sais ce que j'ai appris pendant ce mois loin? Que je t'avais déjà perdu il y a longtemps. Je ne voulais juste pas l'accepter. Le silence pesait. Henri a bougé sur sa chaise, observant. Mireille tenait ma main, me donnant de la force. J'ai respiré profondément et j'ai continué. Mais j'ai aussi fait des erreurs, Michel. Je t'ai élevé en pensant que l'amour était de donner sans limite. Je ne t'ai jamais appris à rendre. Je ne t'ai jamais montré que les relations sont à double sens. Donc, une partie de la faute est mienne et je l'accepte. Il a levé son visage incrédule. Papa, non, la faute n'est pas à toi. Si elle l'est, partiellement. Mais maintenant, je vais arranger ça. Et toi aussi. J'ai pris un dossier qui était à côté du fauteuil, l'ai ouvert. À l'intérieur, des documents organisés. Ceci, ai-je dit en montrant, est le relevé de tout ce que tu m'as demandé ces 2 dernières années. En additionnant tout, c'est 141 000 €. Les yeux de Michel se sont écarquillés. Autant? Autant et tu n'as jamais rendu un centime. Mais je ne veux pas tout récupérer. Je veux la moitié, 70 000 € en versement. Combien peux-tu payer par mois? Il était choqué. Papa, tu me fais payer. Je le fais parce que je ne suis plus une banque. Je suis ton père. Et les pères méritent le respect, pas l'exploitation. Henri a sorti un document. J'ai préparé un contrat simple, 70 000 €, divisé en 24 versements, 3 000 € par mois, sans intérêt. Si tu es d'accord, signe ici. Michel a regardé le papier, puis moi. Je suis d'accord, je vais payer, je vais tout payer, papa. Très bien, signe. Il a signé d'une main tremblante. Puis j'ai pris un autre document. Ceci est le testament. Tu dois savoir quelque chose. La maison est uniquement à mon nom. Elle l'a toujours été, et elle le restera aussi longtemps que je serai en vie. Quand je mourrai, oui, elle sera à toi. Mais par mon choix, pas par obligation. Compris? Il a hoché la tête, avalant difficilement. Compris. Et une chose de plus, je vais voyager. Je vais profiter de l'argent que j'ai économisé toute ma vie. Je vais voir des plages, des villes, des lieux dont j'ai toujours rêvé. Et je ne veux pas que toi ou qui que ce soit me fasse sentir coupable à ce sujet. Cet argent est à moi, compris? Oui, papa, je comprends. Silence. Il a respiré profondément et a dit à voix basse, « Papa, je sais que je ne le mérite pas, mais penses-tu que tu pourras un jour me pardonner ?» J'ai regardé dans ses yeux. Ces mêmes yeux d'enfant qui me demandaient un verre de lait de plus avant de se coucher. Ces mêmes yeux qui brillaient le jour de la remise des diplômes. « Pardonner ?» ai-je répété. « Michel, je n'oublierai jamais ce que tu as fait, mais pardonner, cela dépendra de toi. Si tu changes vraiment, si tu me traites comme un père, pas comme une commodité, si tu te présentes quand j'ai besoin de toi. » Pas seulement quand tu as besoin de moi. Alors oui, peut-être qu'avec le temps, nous reconstruirons cela. Il s'est levé avec hésitation. Est-ce que je peux te serrer dans mes bras? Je suis resté silencieux pendant quelques secondes. Puis je me suis levé et j'ai ouvert les bras. Il m'a serré étroitement, désespérément, pleurant comme un enfant. Et j'ai pleuré aussi, parce que pardonner n'est pas oublier, c'est choisir de ne plus porter le poids. Il y a des étreintes qui font mal, qui guérissent et font mal en même temps, mais sont nécessaires. Et ce qui est venu après ce jour-là a changé non seulement ma relation avec mon fils, mais avec moi-même. 3 mois après cette rencontre, j'étais assis dans une chaise de plage à Nice, pieds enfouis dans le sable blanc, le soleil chaud sur mon visage, un livre ouvert sur mes genoux. Je regardais l'horizon. La mer turquoise s'étendait à l'infini. Les vagues se brisaient doucement et le son était de pure paix. À côté de moi, Mireille buvait de l'eau de coco avec des lunettes de soleil et un chapeau de paille. « Richard, tu as l'air de trop réfléchir. » J'ai souri. Je pense à comment la vie change rapidement quand on choisit de changer avec elle. Elle a ri. Ça a pris du temps.
Mais tu as appris, et j'avais vraiment appris. Dans les 3 mois depuis la confrontation, beaucoup de choses s'étaient passées. Michel a tenu parole. Chaque 5, il déposait les 3000 € sur mon compte. Pas de retard, pas d'excuses. Il avait même obtenu un travail supplémentaire, faisant du conseil les week-ends pour s'assurer qu'il pouvait payer. Mais plus que l'argent, il avait changé d'attitude. Il m'appelait non pas pour demander, mais pour parler. Demandait comment j'allais, ce que j'avais fait pendant la journée, si j'avais besoin de quelque chose. Et quand je disais non, il n'insistait pas. Il écoutait simplement. Et parfois, dans le silence de l'appel, je sentais qu'il était enfin présent. Une fois par semaine, il venait à la maison, apportait de la nourriture prête, aidait à réparer quelque chose. Il restait 1 heure ou 2 sans se presser, sans regarder l'horloge, sans téléphone à la main, et lentement, progressivement, la blessure a commencé à guérir. Elle ne disparaîtrait pas. Une cicatrice ne disparaît pas, mais elle fait moins mal. Et Sophie? Oh, Sophie a eu ce qu'elle méritait. Elle a essayé de poursuivre Michel pour abandon émotionnel et dommages moraux, affirmant qu'il avait mis fin au mariage brusquement et traumatiquement. A demandé la moitié de l'appartement, la moitié des biens et une indemnité de 50 000 €. Henri, qui représentait mon fils, a présenté des preuves à l'audience. Les captures d'écran de conversation où Sophie appelait son beau-père un vieux homme nécessiteux, les relevés bancaires, montrant que Michel l'avait soutenu dans ses luxes pendant 3 ans. Et le meilleur, un témoin qui a confirmé que Sophie avait une liaison avec un collègue de travail pendant le mariage. Le juge l'a regardé, a ajusté ses lunettes et a dit avec ce ton sec de quelqu'un qui n'a pas de patience pour la tromperie: « Madame Sophie, vous demandez des dommages moraux pour un mariage que vous avez vous-même détruit par infidélité et intérêts financiers, affaire rejetée, et il y a un avertissement ici pour litige de mauvaise foi. Affaire suivante. » Sophie a quitté le tribunal rouge de honte et de colère. Elle a essayé d'appeler Michel plusieurs fois après cela. Il l'a bloqué. Elle a essayé de me contacter en me demandant de lui parler. J'ai dit juste une phrase: « Sophie, tu attendais que je meure pour obtenir ma maison. Je ne parle pas aux gens qui me souhaitent dans la tombe. » Et j'ai fermé la porte à son visage. J'ai entendu plus tard, par les potins d'un voisin, qu'elle était retournée vivre chez sa mère, a perdu son travail en raison d'absence excessive et la liaison qu'elle avait au travail a disparu quand il a découvert qu'elle était sans emploi et fauchée. La justice poétique a ses choses, mais la meilleure partie de mon histoire n'était pas la chute de Sophie, c'était mon ascension. Dans les 2 premiers mois après la confrontation, j'ai eu une thérapie chaque semaine avec Dr Hélène. Nous avons travaillé sur l'estime de soi, les limites, le pardon. Pas un pardon de façade, mais le genre qui libère vraiment. Et un jour, elle m'a demandé: « Richard, qu'avez-vous toujours voulu faire et n'avez jamais fait ?» J'ai pensé: voyager, voir la côte méditerranéenne, voir le Grand Canyon, voir le coucher de soleil à Hawaï. Et pourquoi ne l'avez-vous jamais fait? J'ai toujours pensé que c'était de l'égoïsme. J'ai toujours pensé que mon argent devait être économisé pour les urgences. Et vous réalisez que l'urgence est maintenant que la vie passe et que vous la laissez passer? J'ai quitté cette séance et j'ai acheté des billets. Nice, 7 jours, hôtel, pieds dans le sable, pension complète. Quand je l'ai dit à Michel, il a souri, un sourire authentique, fier. « Vas-y, papa, tu le mérites. » Et j'y suis allé. Oh, et Nice n'était que le début. Puis, je suis allé au Grand Canyon avec le groupe de Madame Nora. Nous avons fait de la randonnée, vu des cascades cristallines, dormi dans des auberges simples mais accueillantes. Moi, à 73 ans, escaladant des collines, traversant des rivières, prenant des photos au sommet de rochers géants et me sentant vivant. Puis Key West, puis Montana, puis Hawaï. J'ai dépensé près de 80 000 € en 6 mois de voyage et je n'ai pas ressenti un brin de culpabilité parce que cet argent était le mien. J'avais sué pour l'obtenir. J'avais travaillé 30 ans pour l'obtenir et maintenant, enfin, il me donnait ce que je méritais, la liberté. Aujourd'hui, assis sur cette plage à Nice, avec Mireille à côté de moi et le nouveau groupe d'amis riant à proximité,
J'ai pensé à tout ce qui s'était passé. J'ai pensé au gâteau aux cerises qui a pourri sur la table. J'ai pensé aux bougies couleur perle qui n'ont jamais été allumées. J'ai pensé à la solitude de cette nuit et j'ai pensé à l'homme que j'étais ce jour-là, invisible, petit, acceptant des miettes. Je ne suis plus lui. Aujourd'hui, je suis Richard, 73 ans, cheveux gris, courts et modernes, costume bleu marine fluide, tongs simples, peau bronzée par le soleil du sud. Je suis un homme qui voyage seul, qui fixe des limites, qui fait payer ce qui est à lui, qui pardonne, mais n'oublie pas, qui aime, mais ne s'efface pas. Mon téléphone a vibré. Message de Michel. Papa, j'ai viré les 3000 €. Tu me manques. Quand rentres-tu? J'ai souri, j'ai tapé. La semaine prochaine et apporte le déjeuner parce que je veux entendre comment tu vas vraiment. Je l'apporterai. Oui, je t'aime, papa. Je t'aime aussi, fils. J'ai rangé le téléphone. J'ai pris une profonde respiration. Le vent a décoiffé mes cheveux. Mireille m'a regardé. Tout va bien, Richard? Tout va très bien, cousine. Et c'était vrai. Aujourd'hui, quand je raconte cette histoire, et je la raconte à qui veut l'entendre, les gens me demandent toujours la même chose. Richard, as-tu vraiment pardonné à ton fils? Et je réponds, j'ai pardonné, mais je ne suis pas revenu à ce que j'étais. Parce que pardonner n'est pas revenir au passé, c'est avancer vers l'avenir sans porter le poids. J'ai pardonné à Michel, mais je n'ai pas renoncé au Richard que je suis devenu. Ce Richard, personne ne me l'enlève plus. Ce gâteau aux cerises que j'avais fait le jour de mon anniversaire, nous l'avons jeté après 3 jours. Il était moisi, gâté, inutile. Mais savez-vous ce qui ne s'est pas gâté? Moi, j'ai fleuri. Après 72 ans à accepter d'être traité comme une option secondaire, j'ai finalement choisi d'être le protagoniste de ma propre vie. Et aujourd'hui, à 73 ans, je peux dire avec toute certitude, c'est la meilleure phase de ma vie. Parce que la dignité n'a pas d'âge, les nouveaux départs pas de date d'expiration, et il n'est jamais, jamais trop tard pour se choisir soi-même. Ce gâteau a pourri, mais je suis rené. J'ai fermé le livre, je me suis levé de la chaise et j'ai marché jusqu'au bord de la mer. L'eau froide a mouillé mes pieds. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel d'orange et de rose. J'ai regardé l'horizon et j'ai souri, parce que finalement, après tant d'années, je n'attendais plus les restes. Je vivais tout le banquet et c'était délicieux. Réflexion finale. Combien de fois acceptons-nous des miettes au lieu du banquet? Combien de fois nous effaçons-nous en espérant que quelqu'un nous valorisera? J'ai appris à 72 ans que la dignité ne se demande pas, elle s'impose, que l'amour véritable ne vous diminue pas, il vous élève, et que jamais, jamais, il n'est trop tard pour recommencer. Si mon histoire a touché votre cœur de quelque façon que ce soit, je veux savoir d'où vous regardez. Écrivez ici, dans les commentaires, votre ville, votre région ou même votre pays. Faites-moi savoir que ce message vous est parvenu. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, un père, un grand-père, un ami qui accepte moins qu'il ne mérite, partagez cette vidéo, car il y a des gens qui ont besoin de savoir que recommencer est possible. Laissez votre like si vous croyez que la dignité n'a pas d'âge et abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy pour continuer à suivre des histoires réelles de dépassement, de douleur, de lutte et de nouveaux départs. Parce que notre vie ne se termine pas quand nous vieillissons, elle change simplement de chapitre. Et moi, Richard, j'écris maintenant les meilleurs chapitres. Je vous embrasse bien fort. Et souvenez-vous, vous valez plus que des restes.